Comme ça, ils n'auront pas tout perdu. Et ce fichier qui s'appelle donc PIDS, c'est un Power BI Data Source. Et en fait, on va encapsuler dans un fichier que personne ne comprend comme langage, c'est pas très compliqué pour ceux qui font un peu de programmation, eh bien, on va lui demander le nom du serveur, le nom de la base, comment je me connecte, est-ce que c'est un direct query, etc., dans un fichier très simple. Et l'utilisateur, lui, final, lui, s'en fout de ça. Lui, ce qu'il va voir, il va voir ce genre de fichier-là, d'accord. Il va simplement cliquer sur le fichier PIBDS, et ça va lui ouvrir sur l'un de mes écrans, je ne sais pas encore lequel, ça va lui ouvrir le fichier Power BI qui va bien avec la connexion toute faite. Belle nouveauté. Pour se sortir de situations un peu compliquées, belle nouveauté, il apparaît là, sur mon autre écran, je vous le fais voir, toc. Et donc ça vous donne un fichier tout simple, tout propre, qui va venir ici, voilà. Et en fait, il ouvre le fichier et il a proposé la fenêtre de dire, ok, qu'est-ce que tu veux comme table, qu'est-ce que tu veux comme base. On a pu faire le HTTP, machin, double slash, d'accord, super nouveauté. Dernière nouveauté qui est très intéressante sur ce mois-ci, je pense, en tout cas moi j'aime beaucoup. C'est ce visuel-là, c'est ce qu'on appelle, alors celui-là aussi je vais le fermer, c'est ce visuel-là qui s'appelle, sur notre écran, qui est ici, qui s'appelle le Zoom Charts. Donc tout le monde connaît ce genre de graphique, tout le monde, d'accord. On appelle ça un, pardon, j'ai pas compris. C'est ça, ouais, c'est exactement ça, un bridge. Et bien là on a maintenant la possibilité dans un, c'est un custom vis, hein, je précise bien. Eh bien, on a possibilité, par exemple, dans ce custom vis, je lui ai dit comment je l'ai paramétré, de façon extrêmement simple, pardon, ici, hop là, je vais revenir en arrière. Et bien, dans ce custom vis, je lui ai dit, j'ai besoin d'avoir le nombre de personnes dans mon Titanic qui ont survécu d'une part par âge, et après, dans les âges, tu me le découpes par pont. Le pont A, le pont B, le pont C. Et maintenant, on peut le faire, on peut zoomer. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette tranche-là? Je peux rentrer dans la zoom, je peux dézoomer, je peux faire mumuse avec mon graphique, je peux l'agrandir, etc. On peut maintenant rentrer dans un sous-détail dans un bridge. Ce qui était juste pas possible avant. Beau truc. Assez personnalisable, assez sympa. D'accord? En tout cas, moi je trouve. Donc voilà les grandes nouveautés majeures de ce qui s'est passé sur ces 2 derniers mois. C'est riche, c'est technique et en même temps, c'est vachement accessible. D'accord? Et ça se met tous les jours au quotidien en œuvre. Ça, c'est la première partie, c'est cool. C'était la partie la plus facile. Le deuxième truc que je voudrais, dont on parle aujourd'hui, c'est le web. Alors, vous connaissez tous le Power BI Service. J'en suis juste convaincu. Et, bon non, je vais arrêter le live, tant pis, on le remettra. Je suis convaincu que tout le monde connaît ce truc-là. Mais en fait, il y a plein de petits paramètres, plein de petites fonctions qui sont cachées. On va commencer par le début le plus simple. Première chose, ça peut paraître couillon, mais personnaliser sa page d'accueil. Qui le fait dans son entreprise? Personne. J'ai croisé sur 40 clients que je connais qui sont maintenant sur Power BI là-dessus. Depuis la nouveauté, personne ne l'a fait. Eh bien, c'est extrêmement simple. Moi, j'ai mis mes petits oiseaux qui volent, hein, c'est les oiseaux de mon cabinet, aux couleurs du cabinet avec mon logo. Eh bien, pour ce faire, rien de très compliqué. On va aller ici. Eh bien, tout simplement dans le portail d'administration. Alors, attention. Il faut avoir les droits d'administration du service Power BI. D'accord? Pour avoir tout ce panel. Eh bien, dans les paramètres du client, tout en bas. Il faut juste être extrêmement curieux. Il faut aller tout en bas. À peu près. Peut-être pas forcément trop tout en bas quand même, mais il devrait être tout en bas ici. Voilà. Ici, on va avoir des petites choses qui... Ils l'ont mis maintenant. Ah non, ils l'ont mis là. Je suis désolé, j'ai mis tout en haut. Mais non, je ne le vois pas. Il est là, pourtant, il est sous mes yeux. Je suis déconcentré. Il est où? Il est pas là. Il est là, tout en bas. Marque personnalisée, vous allez pouvoir faire là-dedans, d'accord? Mettre votre logo, votre couleur, votre fond de page. Et bien c'est quand même plus sympa que d'avoir le fond bleu Power BI que tout le monde connaît. Et à la fin, ça vous donne un truc plutôt sympa. Ça personnalise. Premier élément. Deuxième élément, alors ça c'est pas nouveau, mais dans le Power BI Services, personne ne l'utilise. Ou peu de monde. Quand vous êtes sur un espace de travail, tout le monde sait qu'on a des tableaux de bord, des rapports, des classeurs et des jeux de données. Et bien dans ces jeux de données, on a la capacité dans Power BI à lui dire la chose suivante. Est-ce que ce jeu de données, il a été promu dans l'entreprise? Par exemple, votre contrôle de gestion en interne vous dit « Ouais, super, j'ai fait un jeu de données sur les commerciaux, ça déchire, c'est top. » Personne ne l'a vérifié. Personne ne sait si c'est bon. D'accord? Ils vont le publier.
Et nous, on est dans l'entreprise. Attends, bonhomme, calme-toi. Il faut que ça passe ça avant la direction financière, qu'elle mette un tampon, ok, c'est promu, et que la direction commerciale dise, ok, c'est certifié. D'accord? Ça donne une valeur, alors c'est juste un badge, mais ça donne une valeur de véracité au jeu de données. Pour ce faire, c'est plutôt simple aussi. On retourne dans ce qu'on appelle les portails d'administration, les paramètres du client. Ici, quand on descend un tout petit peu tranquillement, on a ce qu'on appelle la certification. On va pouvoir donc certifier un jeu de données. Ok? Qui peut certifier? Est-ce que tout le monde dans l'entreprise peut certifier son propre jeu de données? Ça n'aurait pas de sens. Ok? Donc bien sûr, je ne vais pas le faire tout le monde. Est-ce que certains groupes d'administrateurs, par exemple, ou de financiers, de contrôleurs de gestion, peuvent le faire? Et donc, ils pourront faire la chose suivante. Quand ils seront sur un jeu de données, par exemple sur celui-ci, quand je vais rentrer sur un jeu de données là, d'accord, je vais pouvoir lui dire, dans ces paramètres, est-ce que je te promue? Est-ce que je te certifie? Ou alors personne n'est passé dessus. D'accord? Bien évidemment, quand on a certifié un jeu de données, je vous conseille extrêmement de marquer un commentaire fait par Tartampion, telle date à telle heure. Ok? Et tout le monde ne peut pas le faire. C'est une petite nouveauté qui est passée à travers, mais je l'aime beaucoup. En voilà une. Ça va? Ça roule? Parfait. La deuxième chose qui, moi, m'a semblé intéressant, c'est celle-ci. Quand on est dans les paramètres du client, on a ici, alors, ça je ne vais pas venir parce qu'il faut être en premium. Est-ce que quelqu'un a une Power BI premium dans la salle? Ça tombe très bien, c'est assez rare pour l'instant. C'est un petit peu cher. Enfin, ça dépend ce qu'on en fait. Il y a un truc qui est assez intéressant. Ici, il y a 2 minutes, on a fait ce qu'on appelait le Q&A. D'accord? Et bien, il y a une option dans Power BI Service qui permet de faire la chose suivante. Qui lui dit, est-ce que tout le monde est autorisé à traduire ce que j'ai fait tout à l'heure dans mon Q&A? Par exemple, si je marque, donne-moi le nom de Charlotte, alors ça n'a rien à voir, est-ce que tout le monde peut traduire le mot Charlotte? Oui ou non? Ça c'est pareil, si on ouvre la porte à tout le monde, ça va être un beau merdier. Hein. Tout le monde va traduire ça à sa sauce, il y aura 50 millions de synonymes et on ne va plus s'y retrouver. Donc ça c'est pareil, ça se gère. Ok? Parfait. Alors, c'est peut-être un petit peu passé aussi à travers les mails, on n'a pas beaucoup parlé de ça au Power BI, on a fait ça il y a en juin. Eh bien, dans vos espaces de travail, maintenant, quand on crée un espace de travail, maintenant il existe 2 versions. L'ancienne, on avait 2 trucs, administrateur ou membre, basta. Et maintenant les nouveaux. D'accord? Dans un nouveau, par exemple, on va prendre un workspace un petit peu au hasard, celui-ci, enfin pas au hasard d'ailleurs. Dans les paramètres du workspace, j'ai plusieurs choses. On va y mettre un logo, tout va bien, hein, ça c'est super sympa. Mais ce qui m'intéresse dans les paramètres d'un workspace, c'est la chose suivante. Quand on est dans le workspace ici, tac, parfait. Sur les 3 petits points, je voudrais refaire le point sur ça, parce qu'on me pose plein de questions. Quand je clique là-dedans, je peux être 4 choses différentes dans un workspace. Je peux être administrateur, je peux tout faire. Je peux tout péter, je peux tout partager, tout renommer, tout effacer. Premier droit d'accès. Souvent, alors le créateur du workspace est par définition administrateur. Il ne peut pas se retirer d'administration. Logique. Le deuxième, c'est membre. Le membre, il peut tout faire, ce qu'a fait l'administrateur, sauf il ne pourra pas supprimer un workspace. Logique, d'accord? Et il ne pourra pas inviter ou partager avec des gens qui sont à un niveau supérieur. Donc un membre ne pourra pas partager un administrateur. D'accord? Un collaborateur, en dessous, c'est pareil, il peut faire exactement ce que fait le membre, avec en moins, le collaborateur ne pourra pas publier une application. J'ai bien dit une application, pas un rapport. Une application. On y verra tout à l'heure ce que c'est. La différence entre les deux. Et bien évidemment, mon visionneur, alors la traduction visionneur, visionneuse, c'est un truc qui sort de je sais pas trop où. Voilà, mais visionneur, en gros, il est lecteur. Il ne peut absolument rien faire. D'accord? Maintenant, il y a 4 niveaux de sécurité. Et toutes les fonctions, à partir de maintenant qu'on va voir, sont obligatoirement faites depuis un nouveau workspace, pas dans les anciens. Ça ne marche pas. Ok? Il y a des options de conversion? C'est automatique. À partir de maintenant, vous allez recevoir un mail. Il vous propose dans les paramètres, est-ce que les anciens, je les convertis automatiquement? D'accord? Attention, au droit. Tout le monde va passer membre. Hein. Donc, open bar. D'accord? Donc, oui, ça va se faire tout seul. Yes? Pareil, le visionneur, il n'a aucun accès à donner à des commentaires ou des trucs comme ça? Il peut que lire. Il ne peut que lire. Il peut absolument rien faire. Okay. D'accord? Pour autant, il lui faut une licence pro. J'insiste bien sur le licensing.
D'accord? Ça ne changera rien. Parfait. Autre chose, ce qui est intéressant dedans, alors, moi je l'aime bien, je l'utilise assez souvent ce truc-là. Dans vos espaces de travail, il faut être un petit peu curieux dans les paramètres. Il y a un bouton avancé là, et puis en fait, je crois que 90% des personnes n'y cliquent pas dedans. Ben, c'est dommage. Pourquoi? Première chose, s'il y a un problème de maintenance sur mon workspace, sur mon espace de travail, est-ce que c'est l'administrateur qui reçoit le mail ou aussi, parce que peut-être que l'IT, pour des raisons de sécurité interne ou je ne sais quoi d'autre, n'a pas les droits d'administrateur dans ce workspace. D'accord? Parce qu'on ne lui a pas autorisé à aller voir la data financière. Par exemple. Pour autant, s'il y a un problème de fonctionnement, de mise à jour, de machin ou je ne sais pas quoi, ben moi j'aimerais bien que mon équipe IT quand même reçoive un mail comme quoi il y a un dysfonctionnement. Je vais pouvoir le faire ici. C'est pas pour autant qu'il aura d'accès au data de travail. D'accord? Autre chose, quand on utilise un espace de travail, je ne sais pas si vous le savez, mais par définition, il crée une bibliothèque, un espace de bibliothèque dans OneDrive. D'accord? Eh bien, on pourrait imaginer que, ici, par défaut, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien par défaut? Eh bien, on va faire un petit test. Quand je suis dans mon espace de travail, hop, je rentre dedans, tout va bien, j'ai des rapports, j'ai des classeurs, etc. Bon, des jeux de données, magnifique. Si je veux créer un jeu de données, je vais dire, bah tiens, on va aller chercher un jeu de données sur un fichier Excel, un fichier CSV. J'essaye, fichier Excel, un fichier local, sur mon machin, sur le OneDrive, sur mon SharePoint. Et puis on se dit, bah, ouais, mais non, dans ce workspace, je veux aussi qu'il puisse avoir accès à un OneDrive d'entreprise partagé, même si lui, en interne, ne le voit pas d'ici. Donc on peut rajouter un nouvel espace de stockage. Regardez, ça va être sympa. Ici, quand on est dans le machin ici, dans le workspace, on va faire les paramètres, on va faire option avancée, et j'ai créé ici, tout en bas, un nouvel espace de stockage dans OneDrive, hein, c'est un SharePoint, hein, tout simplement, que j'ai appelé, je crois, Club Power BI de Lille. Même si ça n'a rien à voir avec l'espace d'origine, eh ben, je vais dire maintenant, les gens pourront foutre des fichiers CSV là-dedans, des fichiers Excel, ce qu'ils veulent. Et donc, si je rafraîchis cette page, je devrais voir apparaître, roulement de tambour, j'espère que ça fonctionne, mon nouveau OneDrive disponible pour ce workspace. C'est pareil, c'est caché, mais ça marche, c'est super sympa. Ok? Très bien. Ça me va bien. Tac, 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 tac. Ah oui. Autre chose, dans mes espaces de travail. Alors, les premiums, je vais peut-être pas en parler tout de suite, on ira après. De toute façon, il n'y a pas de premium dans la salle, donc je ne vais pas en parler. C'est les capacités dédiées, on va juste oublier de le faire. Par contre, je voudrais tester quelque chose, vite fait, rapidement, voir si ça fonctionne toujours, parce que je sais que c'est en pré-version, et de mémoire, ils n'ont pas... Mais ce qui me semblait, ça va être compliqué. Bon, c'est pas très grave, si ça fonctionne tout à l'heure, j'irai dessus. Autre chose qui est intéressant là-dedans, c'est ce qu'on appelle les étiquettes de classification des jeux de données. On a un jeu de données qui est certifié, qui est promu ou qui n'est rien. On l'a vu il y a 3 minutes. Et on peut aussi dire à un jeu de données, est-ce que ce jeu de données est potentiellement dangereux? Est-ce que c'est hyper confidentiel? Est-ce que c'est open bar? Est-ce que c'est interne? Est-ce que c'est externe? D'accord? Eh bien, on va faire un petit test dans un espace de travail. Par exemple, dans mes jeux de données, ici, est-ce que j'en ai mis un? On va prendre par exemple, on va prendre un. Est-ce qu'on en a un ici qui fonctionne? Est-ce qu'il y en a un ici qui fonctionne? Oui, très bien. Quand vous êtes dans vos options ici de portail d'administration, toujours pareil, dans les paramètres du client, vous avez à un moment, quand vous descendez ici, voilà, vous descendez, bien évidemment, ce qu'on appelle, toc toc toc, tac, on va le voir apparaître, il devrait être ici, les paramètres, voilà. La classification des tableaux de bord. Par exemple, on a un tableau de bord, je ne sais pas moi, en interne, et on se dit, attention les gars, si vous êtes en public, faites gaffe, c'est confidentiel. Mais il faut le rappeler aux gens que c'est confidentiel. Et donc ici, on va pouvoir créer des niveaux de classification. Alors j'ai vu des trucs bateaux, hein. Niveau faible, niveau fort, niveau intermédiaire. Ça pourrait être externe, interne, hyper confidentiel, uniquement pour la direction générale, ce qu'on veut. D'accord? Eh bien, on va pouvoir créer autant de classifications qu'on le souhaite, potentiellement avec un lien sur de la policy interne. Je ne sais pas si quelqu'un a des liens de policy interne, parfois ça existe. Et quand vous êtes sur votre espace de travail, quand vous êtes sur votre tableau de bord,
ici vous avez la classification. Quand vous cliquez sur la classification, ça vous renvoie sur le niveau de politique qu'il y a derrière. Donc je vais prendre un exemple ici. Par exemple, je vais prendre un tableau de bord. J'ai fait un lien, ça me renvoie sur mon site, ça marche. Donc je pourrais avoir ma politique et derrière, on va dire attention, tout ce qui est confidentiel, c'est forcément réservé à un usage interne, machin, etc. Ça, c'est franchement pas mal. D'accord? Au niveau de sécurité, c'est quand même pas mal. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas mal, parce que derrière ça, quand on a un jeu de données qui est certifié, qui est promu, etc., il y a encore quelques mois, quand on publiait un rapport sur le Power BI Service, le jeu de données, quand on publiait le rapport, il y avait un jeu de données et un rapport. Ce jeu de données était intrinsèque au workspace. Vous me suivez? Ça veut dire que si je voulais le republier, ce jeu de données, pour l'utiliser dans un autre workspace, je ne peux pas. Il est enfermé dans le workspace. Eh bien ça, c'est fini. Ça veut dire que maintenant, par exemple, prenons un exemple ici. On va prendre les fonctions temporelles. Tiens, ça me va bien, ici. On a ce qu'on appelle la gestion des autorisations. Ok. Alors, pour l'instant, seule la personne, c'est moi qui est le propriétaire, c'est bien. Je me dis, mais ce qui est dommage, c'est que Tartampion, il n'a pas accès à ce workspace. Pour autant, j'aimerais bien qu'il puisse lire les données et les utiliser dans un autre workspace. Tout simplement ici, je vais ajouter un utilisateur. Par exemple, un utilisateur qui s'appellerait Power BI, ce qu'on veut. Est-ce que, alors, la traduction de l'artefact, j'ai cherché, je pense qu'ils veulent dire à repartager derrière. Mais je pense que l'artefact, c'est une traduction, je ne sais pas d'où elle sort. Mais a priori, je pense que ça veut dire, est-ce qu'on autorise le mec à qui on a repartagé à repartager? Par définition, moi je dis non, comme ça je suis tranquille. Bref, si je fais ça aujourd'hui, plusieurs choses. C'est-à-dire que cet utilisateur, même s'il ne fait pas partie de ce workspace, pourra avoir accès au jeu de données. D'accord? Je vais voir comment on fait. Et est-ce qu'il peut être lecteur? Est-ce qu'il peut uniquement être créateur, l'utiliser? D'accord? Il y a différents niveaux de sécurité. On va essayer de faire une connexion rapide en utilisant cet utilisateur. Je vais faire une navigation privée pour ne pas être embêté. Je vais faire un Power BI. Tac, tac, tac. Parfait. On va se connecter à un Power BI. On va faire... c'est une nouvelle image. Pourquoi pas. L'utilisateur que je viens de créer qui s'appelait Power BI, @kpi nanana. Très bien. Le mot de passe, bien évidemment, je l'ai noté ici. Elle est où ma souris? Elle est ici. Je vais le prendre. Je ne vais pas vous le donner. Vous le voudriez. Vous ne l'aurez pas. Toc. Et bien, cet utilisateur ici, quand il se connecte, il n'a pas accès à mon club Power BI V2. D'accord? Ce qui serait bien, c'est qu'il ait accès à mes jeux de données. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un espace de travail, par exemple celui-ci, j'en sais rien. Ça tombe bien, cher Datamo, j'ai un peu préparé mon coup, je vous rassure. Et donc ici, ce qui serait bien, c'est de dire, bah tiens, dans mes jeux de données, j'aurais créé quelque chose. J'aurais créé un jeu de données. C'est tout petit, hein. Uniquement parce que j'ai partagé ce jeu de données à cet utilisateur-là, il y a un lien là qui est apparu. C'est planqué, hein. Et quand vous cliquez sur ce lien, il retrouve bien celui que je lui ai fait fonction temporelle qui est promu, qui est même certifié. Si je clique dessus maintenant, il va pouvoir faire mes muses avec dans un autre workspace. D'accord? Et en temps réel, en théorie, on va fermer ce truc-là. Je vais revenir ici, je vais venir dans mon dataset. Si je prends mon autre fenêtre, que je lui dis, mais en fait, toi, ici, tu n'as pas le droit de créer par rapport à ce jeu de données, tu ne peux que lire. Eh bien, je vais lui dire, tu ne peux pas créer. Donc, il a que le mode lecture. Si je reviens de l'autre côté, petit coup de rafraîchissement tout de même, on est sur le web. Eh bien, quand je vais créer un jeu de données, je ne l'ai plus. Par contre, si quelqu'un a créé un rapport dans ce workspace, d'accord, même s'il n'a pas le pouvoir de création, il pourra utiliser le rapport qui est créé sur ce jeu de données en mode lecture. Donc ça devient loin. C'est quand même hyper puissant. D'accord? On peut faire des trucs assez géniaux. Bon. Vous connaissez ça ou pas, le jeu de données partagé ou pas? Est-ce que quelqu'un l'utilise? Est-ce que déjà vous utilisez des jeux de données qui sont multi-workspace ou vous vous démerdez pour tout foutre dans un workspace? Je pense que c'est plutôt comme ça que ça marche. Mais je pense. Je pense aussi. J'ai pas compris la nuance par contre. Alors regarde, je vais faire un test. Il copie les données dans l'autre workspace? Non, pas vrai. Non, il les copie pas. On recommence.
Je vais redonner les droits d'accès à notre ami là. Ici. Un autre copain, non, c'est pas cette fenêtre, c'était cette fenêtre-là. On va dire que Power BI, dans un premier temps, on va l'autoriser à créer quelque chose avec ce jeu de données. Je reviens dans mon autre Google, ici, machin. Je fais F5. Je reviens ici. En théorie, par la magie de Power BI, mon jeu de données apparaît. Je dis, tiens, je vais créer un jeu de données, je vais prendre ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais prendre une dim date complètement arbitraire par année. J'en sais rien du tout. Et il y a bien un truc qui traîne quelque part. Un truc qu'on ne fait jamais, d'ailleurs. Mais bon. Je crée un jeu de données. Je vais enregistrer mon rapport, que je vais appeler test. Ok. Je m'en vais. Donc là, il est bien dans l'espace de travail. Ici, j'ai bien un rapport. Bon, je vais là-dedans. Je retourne en Power BI. Et puis, entre-temps, il a créé son rapport et je veux qu'il arrête de créer. Mais qu'il puisse continuer à utiliser la data. Donc ici, son petit droit, je vais lui dire, arrête la suppression, tu arrêtes de donner l'autorisation de création. Si je retourne dans ce workspace, je vais faire F5. J'actualise. Je vais bien voir ici, par exemple, je retourne dans créer un jeu de données. Je vais dire, déjà, première chose, est-ce qu'il le voit? Il ne le voit plus, donc il ne peut pas créer. Mais c'est pas grave, il y a des petits malins qui me disent, attends, moi je suis un malin, dans mon espace de travail, si je donne mes jeux de données, je l'ai quand même. Mais il est lié. Il n'est pas dedans, il est lié à l'autre. J'ai beau cliquer dessus, là, je peux pas créer. Par contre, dans mon espace de travail, ça n'empêche en rien que le rapport que j'ai créé, lui, je peux l'utiliser. Parce que j'ai le droit de lire. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Parce que quand vous avez des énormes datasets, c'est bien d'avoir des gros datasets, comme ça on n'en maintient que un ou plusieurs, et ils peuvent aller dans différents univers. On économise vachement. Franchement de temps et vachement de ressources. Ça roule? Ok. Alors, je pense qu'on arrive sur l'atterrissage du truc. Dataflow. Qui connaît Dataflow? Ah, messieurs. Heureusement, c'est bien. Et dans la salle, personne d'autre, Dataflow? C'est vrai? Alors, c'est génialissime, ils ont fait une grosse nouveauté dans Dataflow. Vraiment, ils ont vraiment bossé. On y retourne. Imaginons que dans cet espace de travail, tout le monde connaît tableau de bord, rapport, et personne n'a cliqué sur Dataflow. C'est couillon. Alors, comment on fait ça? Déjà, il faut créer un Dataflow. C'est quoi un Dataflow? C'est ni plus ni moins que Power Query dans Power BI Desktop sur le web. Pour faire simple. D'accord? L'inconvénient de Dataflow, c'est que si on n'est pas une licence premium, on est rapidement bloqué pour le rafraîchissement de data. Mais on peut le contourner. C'est pas très grave. Comment ça fonctionne? Alors, ils ont changé un peu les mots. Globalement, une entité, c'est une table. On va faire un truc assez basique. D'accord? Et la grosse nouveauté du moment, c'est l'apparition de 50 templates. Notamment celui-ci. D'accord? Alors, je regarde dans quoi je l'avais pris. J'avais pris ça dans... Parfait. Alors, on va faire un petit test. Ce qu'on peut faire en Power Query, je ne sais pas si vous savez, c'est que par exemple, dans un dossier, j'ai 5, 10, 40, 50 000 fichiers CSV ou Excel qui sont dedans et que je voudrais consolider. Typiquement, votre robot, votre machine, votre système d'info vous crache un fichier toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. D'accord? Et on veut en faire qu'une seule base pour pouvoir les exploiter dans Power BI. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu d'avoir 48 tables, j'ai une grande table avec tous mes historiques. Vous me suivez? Ça va? Moi, pas sûr, mais ça a l'air d'aller quand même. Ok. Et bien, ici, on va se faire un petit chemin de fichier. Alors, attention à ça. C'est que ça, c'est forcément soumis à l'usage d'une passerelle. Parce qu'on est sur le web. D'accord? Donc, ici, ça tombe bien. Je n'ai pas de passerelle. C'est pas très grave. On va le faire différemment. C'est couillon, ça. Je n'ai pas de passerelle. Bon, c'est pas très grave. On va aller prendre un dossier lequel j'avais pris quelque chose en local, j'imagine. Et ben, je vais aller chercher quelque chose en local. Je sais où il est. Je vais le prendre ici. Tac. Tac. Et de mémoire, j'avais pris genre ce dossier-là. Où dedans, il y a un historique énorme. Ok. Parfait. Alors là, malheureusement, avec l'effet démo, je suis assez content parce que ma passerelle est tombée entre-temps. Donc je n'ai pas de chance. En théorie, maintenant,
si ça marche, quand j'ai une passerelle, Power BI sur le web est Dataflow sur le web est capable maintenant de consolider directement depuis la plateforme web des dossiers distants sur un serveur, tout ça sur Power Query en live. C'est une énorme nouveauté. Ça n'existait pas il y a un mois. C'est génial, ça ouvre vraiment les portes du Dataflow. Oui, messieurs. Normal, t'es en privé. Ouais, t'es en privé. C'est normal, je suis en privé. Bravo, messieurs. Mais ça ne changera en théorie pas grand-chose, mais je pense que vous avez raison. On va essayer tout de suite. Dataflow, créer un Dataflow d'ailleurs, je peux passer par là. Tac, tac, je pense que vous avez raison. On va créer un petit dossier, mais vous avez raison. Bravo, professeur. Professeur. Par contre, moi, je vais peut-être pas l'utiliser d'ailleurs. Je vais faire aucun. Je vais en prendre une, même. On va savoir si elle marche. On s'authentifie, etc., jusqu'à mon serveur. On passe les barrières sur sécurité et on se connecte à un serveur distant et on peut faire un jeu de données partagé complètement sur le web, complètement automatisé. C'est juste génial. Hein. Enfin, c'est une nouveauté incroyable. On s'affranchit complètement de Power BI Desktop si on le souhaite. Ok ? Ça, c'est vraiment un beau truc. Alors, je ne sais pas si vous avez été un peu curieux aussi, mais ce qui serait bien, c'est que je puisse le faire avec une jointure. Il faut quand même que j'arrive à le faire. On va le faire un truc très bête. Je dois en avoir un qui existe ici. J'aimerais bien le faire. On va dire fermer. Tac. Il y a un truc qui est intéressant maintenant. Je l'ai mis dans celui-ci, je pense. Je pense que je l'ai mis dans celui-ci. Il doit y en avoir un qui existe. Parfait. C'est waouh. Ils ont fait un truc. Pour ceux qui font de la data, vous allez vous éclater. Énorme nouveauté maintenant. Ils appellent ça maintenant le diagramme de Venn. C'est vrai ? Presque. Presque. Le diagramme de Venn, c'est presque ça parce que, en fait, c'est toutes les typologies de jointures représentées graphiquement. Ça n'existe même pas en SQL. Enfin, ça n'existe pas graphiquement en SQL. Prendre un exemple. Ici, j'ai deux tables. Une table pour 2014, une table pour novembre 2014, une table pour avril 2014. Et, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire des jointures entre mes tables. D'accord ? C'est pas technique, n'ayez pas peur. C'est pas très grave si ici il faut une passerelle, bah ouais, j'ai peut-être prendre la passerelle, ça serait bien. Alors ça c'est tendu, hein. En live, on va voir si la passerelle fonctionne bien. Et ben alors, si, on va essayer de se connecter, ça devrait passer en théorie. Si ça passe pas, je vais être embêté pour la démo. Ah, vous voyez, ça marche, même en l'effet démo, ça marche. On va se reconnecter, hop, je me connecte à mon serveur qui est dans mes bureaux à Villeneuve-d'Ascq. J'ai des tables en live, je remonte du CSV en live sur le web. Okay, et puis ces tables-là, pour quelle raison, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de les joindre. Donc ici, on a ce qu'on appelle, comme dans Power Query, la notion de combiner, de fusion, etc. Moi, j'ai envie de faire une fusion. Regardez ce qu'ils ont fait, c'est ça le diagramme de Venn. Maintenant, ils nous expliquent explicitement toutes les jointures qu'on peut faire. Mais il y en a beaucoup plus qu'en SQL. C'est-à-dire que je peux faire, pour ceux qui font du SQL, un left join, d'accord ? Je peux faire un right join, je peux faire un inner join, et là on n'a plus de nom. Après, moi je ne peux plus faire en SQL. C'est-à-dire que ici, les anti-droites, c'est pas du tout politique, d'accord ? Un anti-droite, c'est quoi ? C'est donne-moi toutes les données qui ne sont pas dans la table de gauche, mais uniquement dans la table de droite. En SQL, on dirait like, where is nul à droite, d'accord ? Ici, c'est directement natif. Le diagramme de Venn, complètement nouveau. Et alors, je peux vous dire qu'en termes de perf, ça pique. C'est assez génial. Je prends une première table, je prends une deuxième table, je dis n'importe quoi, je vais le lier sur un station code, et ben je vais dire donne-moi tout ce qui est ici mais pas ici. Et hop, lui, je vous renvoie le pointeur sur 100 000 lignes en un dixième de seconde. Hein. Enfin, je suis juste en web. C'est juste énorme. D'accord ? Et donc, je lui dis tiens, donne-moi tout ce qui n'est pas à droite. Il va essayer d'explorer le bazar. Il va dire bah tiens, j'ai exclu 107 000 lignes. Enfin, Power Platform, Power BI, dedans. Power Apps, et maintenant on n'appelle plus ça Flow mais Power Automate, d'accord ? C'est ce qu'on appelle du low-code, no-code. Ils sont en train de nous amener malheureusement à essayer de faire de moins en moins de code. Derrière, il faut comprendre la mécanique. Mais c'est quand même assez génial. Et la autre nouveauté, c'est ce qu'on appelle le fuzzy matching. Qui utilise le fuzzy matching ? Personne. Alors ça c'est encore plus ouf, ça n'existe même pas en SQL non plus. C'est un algorithme qui est derrière. Le fuzzy matching, c'est ce qu'on appelle de la correspondance approximative. Imaginons ici, dans mon exemple ce n'est pas bien, mais j'aurais par exemple Georges avec un S et de l'autre côté Georges sans S. Et je fais une jointure sur les noms.
il va dire, bah tiens, si j'utilise la correspondance approximative pendant la fusion, il va dire, Georges et Georges, c'est quand même hyper proche. A priori, j'ai pas de Georges sans S d'un côté et de l'autre sans S. A priori, je veux dire que c'est les mêmes. Il va essayer de faire ça à la fusion en direct, en live, et il va vous les envoyer direct. Fuzzy matching. Ils sont devenus fous quand même. D'accord? Ils sont devenus fous. Donc ça, c'est assez génial, je trouve. Premium, Non. on peut fusionner sans être premium. C'est du. Ça, c'est nouveau. C'est pas du. Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir là, d'accord? Le seul problème que tu vas avoir après, c'est au niveau des rafraîchissements. Tu vas avoir des limites. Mais ça, tu peux totalement l'utiliser maintenant. La fusion on avait l'écart là. Pour le premium, pour l'actualisation, mais sur l'actualisation à la main, pour l'instant, ça fonctionne. D'accord. Très sincèrement, je comprends pas pourquoi ils ont dit c'est que pour les premiums. Premium, pour information, le tarif, ticket d'entrée à peu près 4200 € par mois. Ça limite quand même le nombre de gens qui vont l'utiliser, c'est pour les grands comptes. D'accord? C'est dommage, parce que c'est quand même génialissime. Je pense qu'à un moment, ils vont certainement ouvrir les vannes. En tout cas, j'espère. Mais non, c'est accessible même si on n'est pas premium. Ok? Topissime ce truc. Je trouve ça, en plus d'être graphique, je trouve ça performant. Voilà. Ok? Vous l'aurez remarqué, il y a vos collègues qui sont partis faire du LIA. Alors là, je ne vais pas y aller, hein, parce que sinon on est jusqu'à la 23h. Mais globalement, on va pouvoir apprendre un jeu de données. Il faut être, forcément, moi je ne l'ai pas mis sur mon Azure. D'autre côté, on va pouvoir lui dire, en fonction par exemple d'un nom, d'un machin, etc., d'aller chercher des correspondances en machine learning, d'images, de trucs. Enfin, ça devient complètement barge. Là, il faut avoir carrément du premium et de l'Azure dessus pour faire ce truc. Mais ils ont rajouté cette notion d'IA. J'irai pas, je ne suis pas spécialiste, mais ça devient complètement dingue. D'accord? L'IA, c'est un autre métier. Donc ça, c'était une belle nouveauté. Je vous ai donné toutes les jointures, etc. Qu'est-ce que je voulais vous raconter encore? Oui. Alors, oui, on est encore dans les temps, ça va. J'en ai encore 5 minutes de courage, 10 minutes, ça va, je peux continuer encore. J'en ai des belles à vous faire voir. Eh bien, celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est simple, mais elle pète. Alors ici, à mon avis, il faut que j'en sorte. Je vais sortir d'ici. Je vais quitter, voilà. Ça, c'est bien comme presse. Mais ça me dérange. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme jeu de données derrière, combien j'ai de rapports, combien j'ai de data flow derrière. Prenez votre main droite, prenez votre souris, vous cliquez là-dessus. Voilà comment est relié aujourd'hui votre dataset. Dans mon workspace, qui utilise quoi? C'est super génial. Et donc, je retrouve toutes les informations sur un graphique. Je sais que mon jeu de données temporel est certifié, qu'il est utilisé par un rapport qui s'appelle fonction temporelle et qui est branché sur un dashboard. Et donc ici, très simplement, si je fais ça, je suis capable de lui dire qui appartient à qui. La traçade de celui-ci, je sais qui appartient à quoi. Donc ça devient quand même assez génial. Et donc je vois que ce jeu de données est utilisé sur 2 dashboards, enfin 2 tableaux de bord. D'accord? Ça, c'est quand même pas mal. C'est ici dans la mode list, c'est tout simplement le mode qu'on appelle traçabilité. C'est franchement bien. En plus, c'est visuel. D'accord? Celui-là, il est joli. Celui-là, je vous en ai parlé, du pivotage aussi, très bien. Ça aussi, je l'ai déjà fait. Moi, j'ai été vite, hein, dis donc. Bah oui. Alors, c'est sorti en octobre. Pour ceux qui font un peu de flow, je sais pas s'il y en a dans la pièce. Enfin, du Power Automate. Ça a changé de nom. Ceux qui font un peu de Power Automate, il y a un truc assez génial maintenant. C'est qu'on va pouvoir. Alors, je vais prendre un jeu de données qui s'y prête bien. J'ai dû le mettre. Je vais prendre dans celui-ci, je pense que ça ira très bien. Elle revient en mode liste, s'il te plaît. Très bien. On va avoir un jeu de données ici qui va être branché sur un dataset en real time ici, parfait. On est capable, bien évidemment, toc, je vais l'ouvrir. Oui, c'est celui-ci. On est capable dans Power BI d'aller chercher un fichier sur OneDrive, qui est ni plus ni moins que SharePoint. D'accord? Avant, ça c'était avant, dans la version normale de Power BI, donc la version Pro, on peut actualiser jusqu'à 8 fois par jour. D'accord? Dans les versions Premium, ils ont enlevé ce nombre de restrictions, c'est bien plus important. Mais, depuis ce mois-ci, ils ont sorti un connecteur avec un trigger en flow. Voilà. Ils ont sorti un trigger en flow qui permet de lui dire, dès lors que mon cluster est actualisé, via flow, je mets à jour le jeu de données. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Alors, on va voir un peu ce qui s'est passé.
Dans mon exemple, j'ai été dans lequel j'ai pris lequel j'ai pris celui-ci. Alors, on va essayer de le faire en live. Tiens, vite fait, il va pour quelques secondes. C'est parti. Je veux donc créer un jeu de données. Je prends un fichier. OneDrive. Pour l'instant, ça va. Hein. Dans OneDrive, j'ai pris ça, je prends le partage, je prends le Club Power BI, j'ai pris lequel? J'ai pris Club Power BI le 8, j'imagine. Et j'ai pris un fichier Excel complètement basique. D'accord? Je vais m'y connecter. Est-ce que je l'importe ou est-ce que ça affiche simplement le classeur dans Power BI? Pas trop d'intérêt. Je vais l'importer dans mon dataset. Ok. Il vient de créer ici un truc qui doit s'appeler, ça doit être celui-ci, j'imagine, à l'instant. Ok. Dans mon jeu de données, il doit être ici. Il doit être, il est là. Non, il est là. C'est celui-ci, il vient de le faire à l'instant, à 20h02. 20h02 déjà? Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que si on ouvre, je dois avoir un flow ici quelque part. D'accord? Il y a des choses qui sont intéressantes parce que ils ont créé un nouveau connecteur. Je vais vous faire la démarche, quoique pourrait prendre 20 secondes en même temps la démarche. Et le nouveau connecteur est le suivant. Alors, je vais le modifier. À partir du moment où, sur mon OneDrive, qui est connecté à Office 365, à partir du moment où dans ce dossier-là, d'accord, j'ai un fichier Excel qui se met à jour, par exemple, le nouveau connecteur, d'ailleurs c'est marqué aperçu, c'est une preview, eh bien, à partir du moment où le classeur est modifié, j'envoie l'information au dataset de Power BI que j'ai moi choisi. Hein. Il est en train de lire mes workspaces. Dans mon workspace, tu vas me mettre à jour le jeu de données qui s'appelle Data Excel. Faisons un test. On va faire un petit test. Je vais ouvrir un OneDrive. Et puis dans mon OneDrive, tant qu'il s'affiche, ou pas, on va voir s'il s'affiche le OneDrive. En théorie, il devrait s'afficher. Pas. Ah, c'est un peu long. Le Wi-Fi est coupé à 20h ou non? Ici, donc dans mon machin, dans mon partage, dans mon club Power BI, dans mon club numéro 8, j'ai un fichier Excel qui s'appelle Data Excel. Ok. Faire un truc très bête. Alors, j'ai mis 2 colonnes, je crois. Je vais rajouter une 15e ligne. 15. C'est tout. J'aime bien voir un fichier Excel. Je vais regarder un petit peu dans mon Automate ici, là, ce qui s'est passé. Je vais regarder un peu les tests. Et je vais dire, tiens, regarde un petit peu ce qui s'est passé. On va attendre un petit peu, donc on va sortir d'ici, on va voir un peu l'historique des mises à jour. Hop là, pardon. On va regarder un peu l'historique. Power BI est à jour. Il a vu que le fichier de l'autre côté a été modifié, il a envoyé dans mon Power BI ici, on vérifie quand même, parce que j'ai confiance, mais tout de même. Hein. Ici, si je regarde mon dataset qui est là, d'accord. Je vais créer par exemple ici un petit rapport rapide. Voilà. Oui, bon, c'est gentil. Alors, tu vas me prendre celui-ci. Ah, d'accord, on va le mettre ici. Tac. Dans mon jeu de données, qui n'a pas aimé a priori, mais c'est pas très grave. Hop. Je vais faire une petite. Alors, 2 coups de cuillère à peau. Hein. Voilà. En temps réel, elle apparaît. Enfin, il n'y a même plus de. Alors, la seule question que je me pose, et c'est pas encore très bien documenté, c'est que les 8 fois par jour, il parle. Alors, j'ai vu sur un forum qu'on est droit jusqu'à 100 actualisations dans la journée, etc. C'est pas encore très clair. Mais a priori, on est capable maintenant de rafraîchir automatiquement des rapports directement sans s'affranchir. Pas besoin de passerelle, pas besoin de tout ça ici. Hein. On est en live. Hein. Passerelle, pas besoin. C'est quand même assez génial. D'accord. Ça, ça, j'aime beaucoup. Et enfin, pour finir là-dessus, avant d'aller boire un bon petit coup de Beaujolais bien frais, il y a un truc que je voulais vous faire voir. C'est que jamais, je crois, dans un club Power BI, nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers. Jamais dans un club Power BI, on a parlé du téléphone. Je crois. Je pense. On va faire un petit test. Bon, c'est pareil, hein, c'est du pur live. Donc on va tester ça. Eh bien, je vais essayer de vous envoyer mon téléphone sur l'écran. Déjà ça marche. C'est plutôt cool. En théorie, oui, ça marche.
Et hop, si je fais ça, il suit ou pas? Ah, il suit, c'est cool. Donc ça, c'est l'application Power BI sur le téléphone. D'accord? C'est assez riche, mais pas grand monde l'utilise. Je comprends, c'est petit, mais pas forcément. On va faire un petit test. Je vais l'envoyer dans un workspace, le Power BI V2. On a créé tout un tas de bazar à l'instant, etc. Et je vais aller tourner dans mon Titanic, que voici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai dit qu'on pouvait parler à Power BI. Littéralement, parler à Power BI. Avant de parler, je vais déjà chatter avec lui. On va voir ce qu'il me raconte. Bonjour, Power BI. Je vais dire show, s'il te plaît. Le nombre de survivants, je prends de celui-ci, by deck. Rappelez-vous, mes decks, c'était mes ponts. Je crois qu'on les écrivait comme ça. Je parle dans mon portable, il me répond. Bah non, je peux essayer de parler en anglais, mais j'ai peur qu'ils ne comprennent pas bien. Mais on peut le tester, hein. Show. Ouais, c'est pas mal. Mais j'ai parlé entre temps. Ah bah là, faut qu'il arrête de parler parce que j'ai le droit de parler. Mais arrête-toi, stop. Je peux lui parler. Alors le problème, c'est que tous mes termes sont français et pour l'instant, il comprend que l'anglais. Donc j'aurais dû traduire survivant en survival, etc. Mais on peut lui parler et ça marche. D'accord? Je trouve ça pas mal. Et en plus, il vous propose des insights. C'est-à-dire que si je clique sur mon insight, alors Flying Blue, s'en foutez, il vous sort des insights de mon jeu de données. En Q&A. Première chose. Deuxième chose, ce qui est pas mal du tout, ça, c'est pas qu'une option. J'ai fait un petit rapport en théorie qui s'appelle Financial Reports. Comme ça. C'est l'une des nouveautés du mois. Ceux qui adorent les tableaux financiers, j'en connais quelques-uns dans la pièce. Maintenant, on peut faire des sous-totaux dans un tableau, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Je vais vous faire voir comment on fait, c'est une simplicité extrême. Et ce n'est pas le sujet du maintenant, c'est que j'ai programmé ce dashboard pour qu'il me géolocalise et que quand mes commerciaux arrivent sur le terrain, d'accord, ben, ils fassent la chose suivante. Ils cliquent sur leur bazar, ici, voilà. Je vais essayer de le faire monter. Si tu peux monter, ça serait bien. Non, mais c'est pas ça que je te demande. Voilà. Quand je suis dans mon dashboard, en bas, j'ai une barre d'outils qui apparaît. D'accord? Ici. Bon, bah, je peux lui parler, ça vous l'aurez compris. Mais j'ai aussi 3 petits points qui me permettent de faire la chose suivante. Ouf. J'ai programmé pour moi pour qu'il me dise, regarde où tu es. Filtre géographique. Il dit, Guillaume, j'ai bien vu que tu étais à l'Homme. On est bien à l'Homme. Regarde ce qu'il y a comme magasin sur l'Homme. J'ai dit Power BI, allez, arrête de faire le con, mets-moi, s'il te plaît, en filtre géographique, la France. Il me géolocalise, et donc on est en train de développer pour un de nos clients, là, une application où ils ont 54 boutiques. Quand ils arrivent sur la boutique, le commercial arrive, il se géolocalise, il dit, donne-moi les magasins où je suis. Énorme. Filtre géographique. La seule chose qu'il faut faire pour que ça fonctionne, je vais vous la faire voir, elle prend 2 minutes dans Power BI. La dernière chose que je vais vous faire voir, c'est bien évidemment cette façon d'annoter sur un portable. Je suis dans le train, on me dirait, ouais, oh, t'es sûr de ton coup là? Et il me l'envoie par mail, avec des commentaires, etc. Enfin, on va loin. Donc cette application-là, elle n'est pas que gadget, notamment pour les fils géographiques et le Q&A. Moi, j'aime beaucoup. Et après, on peut l'envoyer par mail, etc. Bien évidemment, je ne vais pas l'envoyer par mail. Je vais me déconnecter, sinon vous allez regarder la photo de mon fils en arrière-plan à la page, et je crois que vous en foutez. Voilà, je ne recopie plus mon écran. Pouf! Donc ça, c'est cool, ça fonctionne. Et donc, je vais vous faire voir autre chose. Comment on a fait dans Power BI, pour finir là-dessus, pour lui dire, eh ben, dans mon Financial Report, qui n'est pas ouvert, eh ben, dans mon Financial Report, qui est ici en théorie, comment je suis fait pour lui apprendre à lui dire géocalise-moi le bazar? Messieurs en data, vous êtes d'accord que c'est puissant? Rassurez-moi. Ah, il s'ouvre sur l'autre écran, je fais le con, hein. Il s'ouvre sur l'autre écran. Tac. Et voilà, le voilà. Toc. Alors, 2 choses à vous faire voir pour finir. Première chose, ce nouveau visuel, c'est lui. Le Financial Reportix. D'accord? C'est un nouveau visuel. Mais alors, pour moi et nous qui sommes financiers, j'en connais certains dans la pièce, c'est du régal.
Parce qu'on n'a jamais, par exemple, dans un tableau, dans une base de données, on n'a jamais tous les niveaux, etc. Et pour faire ça, on aurait, vous savez, un niveau de regroupement énorme pour arriver jusqu'à la marge brute, les big DA, il faudrait faire un mapping de dingue. Et bien là, ils ont fait un truc superbe. Dans un tableau, ce visuel-là permet de faire la chose suivante. Mais alors, vous allez voir, c'est génialissime. Par exemple, si je veux que ces deux lignes de coût fassent une marge ou un sous-total. D'accord? Eh bien, c'est pas possible. Non, je rigole. Eh bien, bien évidemment, ici, je vais faire un bouton droit sur ma ligne. Ajoute-moi une ligne. Je vais l'appeler Beaujolais. Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. D'accord? Et ma formule, eh bien, c'est ça. Eh ben, plus cette ligne-là. Beaujolais. Putain, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. Pour faire des PNL, on ne peut pas faire plus simple. Et ce qui est génialissime, quand j'ai fini ma bidouille, je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs que dans ce visuel, on y retourne, dans ce visuel, ici, on a des styles. Donc mon Beaujolais, est-ce que je le mets en bold ou est-ce que je le mets en custom 1? Custom 1, je vais essayer, voir ce qui se passe. Pourquoi custom 1? Parce que dans le rouleau de peinture, je peux personnaliser mes niveaux de marge. Mon custom 1, je voudrais qu'en font color, il soit en noir, par exemple. Pouf. Donc je peux faire des niveaux de marge inférieurs, supérieurs. Directement, clic droit avec la formule. Franchement, c'est top. D'accord? Et pour géolocaliser mon bazar, eh bien, j'ai une table qui doit s'appeler en théorie Department. Et ma table Department, je lui ai dit que... Alors l'homme, c'était en Belgique, parce que j'ai craqué ce matin, j'ai fait des tests. J'étais en Belgique, j'ai fait un test vite fait. Et je lui ai dit, ben, j'ai des pays, c'est pour ça que vous avez mon filtre géographique tout à l'heure, France, et j'ai des cities. Cette boutique-là se trouve à l'homme. Donc il m'a donné que les boutiques qui se trouvent à l'homme. D'accord? Et bien pour le faire, schéma relationnel, vous allez dans votre table Department, vous allez cliquer sur par exemple la ville, je l'ai appelée City, et tout à l'heure j'ai fait, je crois, la manipulation à quelqu'un d'entre vous, où je lui ai dit, ben, dans les options avancées, pour que ça marche, je vais lui dire que ce n'est pas une catégorie n'importe quoi, c'est une ville. Et en faisant ça, ça active la géolocalisation dans vos tablettes et portables. Tout simplement. Et ça marche avec des adresses, des machins, etc. Donc là-dedans, vous pouvez faire des trucs, pays, région, latitude, longitude, lieu, code postal, machin. Il n'y a plus de limite. Il faut juste lui dire que c'est un truc qui est classé comme ça pour qu'il le comprenne en Power BI. Franchement, je pense que c'est pas mal. Voilà, c'est Power Service, c'est pas que ce qu'on pense, c'est pas que des workspaces. Avez-vous des questions, des remarques, des trucs qui vous disent t'es un grand malade, ou j'ai rien compris, ou tout ce que tu m'as raconté, j'ai compris, je le savais déjà. Si c'est pas le cas, on ouvre quelques bouteilles. Il n'y a pas de questions particulières? C'est vrai? Bah cool. Oui, dis-moi. Tout à l'heure, tu as parlé des applications. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas parlé. Ça m'intéresse. Alors, j'ai quitté ma page web. Pas très grave, on a un raccourci. Et ça va plutôt vite. Elle est assez intéressante cette différence. Pourquoi? Dans un espace de travail, alors pour l'instant c'est intrinsèque à un espace de travail, à un workspace. L'application, j'ai des clients qui disent attends Guillaume, j'ai 75 rapports dans mon espace de travail, je n'en peux plus, d'accord, je ne sais plus comment faire. En plus j'ai 75 jeux de données et j'ai 48 classeurs, enfin c'est le bordel. L'application a pour vocation à venir faire un package de tous ces rapports, mais pas tous, et de pouvoir publier l'application sur le portail. Je vais prendre un exemple. J'ai envie que mes utilisateurs finaux, dans les 75 tableaux de bord que j'ai, ne puissent avoir accès que à mon rapport Bixi, mes data Excel, celui-ci, pas celui-ci, etc., etc. Je choisis, d'accord. Je voudrais aussi qu'ils aient accès, mais pas à tous mes rapports, donc pas à Titanic, mais au Titanic V2. Je fais un choix de ce que je veux, d'accord. Et dans mes jeux de données et dans mes classeurs, s'il y en a, ici j'en ai pas mis, potentiellement Dataflow. Je vais donc créer une application. Je la mets à jour. Je lui donne un petit nom, une couleur, un logo, un machin, tout ce que je veux, d'accord. Je vais lui dire quel est l'ordre dans lequel je veux que mes rapports apparaissent. Si je veux que Bixi soit le premier, d'accord, etc., etc., je vais le grimper pour faciliter la navigation dans cette application, d'accord. Je lui donne un petit nom, je sais pas comment je vais l'appeler, machin, etc., très bien. Et surtout,
des autorisations. Qu'est-ce que peuvent faire les gens? Est-ce que tout le monde peut le voir? Est-ce que certains groupes d'individus, etc., etc. Ok? Est-ce qu'ils peuvent recopier, partager, etc. Je mets à jour mon application. Je la mets à jour. J'ai un lien. Alors, soit je le copie et je l'envoie. C'est forcément interne pour l'instant à l'entreprise. D'accord? Sinon, c'est une autre façon de faire. Et donc, ici, quand j'arrive dans le menu accueil, j'ai mes applications. Et tiens, j'ai une application du 21 novembre qui vient d'apparaître. Quand je clique dessus, j'ai une autre interface de Power BI qui me redonne juste uniquement les rapports et les dashboards auxquels j'ai donné accès. C'est beaucoup plus organisé et je peux faire donc des sommaires, des choses très intéressantes. Ça regroupe, c'est encore le niveau du dessus, ça regroupe des dashboards et des rapports. Et ça, c'est pas mal. Pour autant, il faut que l'utilisateur qui ait accès à ça ait accès au workspace. D'accord? Bonsoir. Bonsoir. Voilà ce que c'est qu'une application. Merci. Ok? Ça va pour tout le monde? On a bien profité, je pense qu'on peut se dire stop, je pense. Bah, c'était cool, merci pour votre attention. Toc.